Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé d'un contrôle qui porte sur les fonctions trigonométriques d'un niveau terminal. Alors, dans ce contrôle, il y a deux exercices. Le premier exercice, ça va être la résolution d'une équation et d'une inéquation trigonométrique. Voilà, et comprendre que l'inconnu est à l'intérieur d'un cosinus ou d'un sinus. Et le deuxième exercice, ça va être un exercice plutôt de type baccalauréat. Alors, ce n'est pas un exercice qui est tombé au baccalauréat, parce qu'il y en a assez peu, mais c'est un exercice qui est, voilà, les questions sont posées un petit peu comme elles pourraient l'être un jour de baccalauréat. C'est un calcul d'air sur un logo. Bref, je vous laisse découvrir ça. Et voilà, c'est parti. Alors, dans le premier exercice, on doit résoudre une inéquation et une équation trigonométrique. Tout se résout sur 0,2 pi. Très important. Alors, pour résoudre ce genre d'équation trigonométrique, la première chose par laquelle il faut commencer, c'est tracer un petit cercle trigonométrique et chercher à savoir ce que représente sur le cercle trigonométrique la condition recherchée. Donc ici, je cherche des angles dont le sinus est strictement supérieur à 1,5. Donc la méthode, c'est déjà de chercher les angles dont le sinus vaut pile 1,5. Sur le cercle trigo, ces angles correspondent à des points qui, du coup, ont des places particulières. Donc, si le sinus vaut 1,5, eh bien, en fait, cela correspond, c'est-à-dire que les angles doivent correspondre à des points qui se situent là ou là. Vous avez appris par cœur en première que, ici, l'angle qui avait pour sinus 1,5 dans le quart de cercle, qui représente les points ici, représentant les angles de 0 à pi sur 2, eh bien, c'était pi sur 6. Donc ici, vous avez pi sur 6. Et là, par symétrie, du coup, vous avez 5 pi sur 6. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez pi à qui il faut retirer pi sur 6, puisque c'est le même angle qu'ici par symétrie. Donc ici, vous avez 5 pi sur 6. Voilà. Alors la question, c'est est-ce que c'est les bons représentants des angles ou pas, c'est-à-dire est-ce que pi sur 6 et 5 pi sur 6 sont bien entre 0 et 2 pi? Eh bien oui, effectivement, pi sur 6 et 5 pi sur 6 sont bien entre 0 et 2 pi. Donc quand vous cherchez à résoudre ça, il faut se demander quels sont du coup les angles dont le sinus est supérieur à 1,5. Eh bien il s'agit des angles qui vont être représentés sur le cercle trigo par tous les points qui se situent ici, exclu ici, puisqu'on veut strictement plus grand qu'1,5. Et donc, on se demande quels sont les angles qui auraient été représentés par ces points-là. Il s'agit donc de tous les angles compris entre pi sur 6 et 5 pi sur 6. On vérifie bien que tout est dans l'intervalle 0 pi sur 2. L'intervalle 0 pi sur 2, c'est quand on part du coup de 0. Pardon, 0 de pi, c'est quand on part de 0 et qu'on fait un tour complet et qu'on arrive ici à 2 pi. Quand on parcourt de 0 à 2 pi, eh bien on a rencontré l'angle pi sur 6, qui n'était pas solution puisqu'on veut un strict. Ensuite, juste après lui, que des angles qui sont solutions, jusqu'à 5 pi sur 6, où, à partir de là, il n'y aura plus d'angle solution jusqu'à 2 pi. Donc, en fait, on peut dire que sinus de x est strictement supérieur à 1,5, si et seulement si x appartient à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Voilà, on peut passer à la question B. La question B, cette fois-ci, il s'agit d'une équation. Alors, à nouveau, la résolution est sur l'intervalle 0,2 pi. Cette fois-ci, il s'agit d'une équation, et donc trigonométrique, c'est-à-dire que votre inconnu est placé dans un cosinus. Du coup, on va commencer par isoler le cosinus. Donc, on va commencer par dire que cette équation est équivalente à l'équation de cos de x égale moins racine de 3, qui est encore équivalente à l'équation cosinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Là, on est plutôt content parce qu'on arrive sur une valeur qu'on connaît bien, si on a bien appris son cours de première sur la trigonométrie. Racine de 3 sur 2 est une valeur que l'on connaît bien dans le cercle trigo. Donc, je vais commencer par faire un petit cercle trigo. Alors, vous voyez, tout ça, je fais ça à main levée parce que le cercle trigo n'a pas à apparaître sur votre copie. Vous pouvez vous permettre de le faire uniquement sur votre brouillon. Voilà, donc quand on fait sur le brouillon, on n'est pas obligé d'être aussi à cheval sur les règles que quand on le fait sur une copie.
Je commence donc par repérer les points du cercle qui ont une abscisse égale à moins racine de 3 sur 2. En effet, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses dans un cercle Rigaud. Donc, moins racine de 3 sur 2, on est du côté négatif. Et racine de 3 sur 2, je sais, si j'ai bien appris mon cours de première, que c'est toujours relié à du 1,5 pour l'autre coordonnée. Donc, si le cosinus, si l'abscisse vaut racine de 3 sur 2, c'est-à-dire que l'ordonnée du point du cercle, c'est 1,5 ou moins 1,5. Donc ici, j'ai moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, ça va donc correspondre à du 1,5 pour le sinus. Ou éventuellement, du coup, par symétrie, du moins 1,5 pour le sinus. Donc en fait, on a deux points du cercle qui vont nous donner des angles dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2. Alors ces angles-là, c'est comme dans la question petit a, hein, c'est quand on a du découpage en du pi sur 6. Pourquoi? C'est le sinus qui vaut 1,5 ou moins 1,5. Alors maintenant, il faut repérer les bons angles. Du coup, ça nous donne, on va parcourir le cercle Rigaud de 0 à 2π. Donc on part de 0, on se balade sur le cercle Rigaud, on va tomber sur un premier point ici. Tout comme dans la question petit a, ce point, eh bien, il représente un angle de 5π sur 6 quand on est entre 0 et 2π. Donc première valeur, c'est x égale 5π sur 6. Ou, parce qu'il va y en avoir une autre, on continue, on arrive ici. Alors ici, par symétrie, eh bien, on avait en fait, si on fait un demi-tour ici, on est à pi. Pi, si je rajoute un angle de pi sur 6, puisqu'ici on a un angle de pi sur 6, eh bien, ça va me donner pi plus pi sur 6, ce qui fait 7π sur 6. Voilà, alors si on veut donner ça en termes d'ensemble, ça va être x appartient à 5π sur 6, 7π sur 6. Alors je regarde, hein, est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Je peux finir de parcourir mon cercle. Il n'y a pas d'autre solution. Donc sur 0,2π, il y avait deux solutions, 5π sur 6 et 7π sur 6. Alors attention au niveau des notations, ici c'est des notations d'accolade. Ça veut dire qu'en fait vous avez uniquement ces deux nombres dans l'ensemble. Ce ne sont pas des crochets, donc ce ne sont pas des intervalles. Voilà. Alors ça nous amène à l'exercice 2. On vous dit la marque de vêtements Petit Homme, créer son logo. Pour des raisons de matériaux, on souhaite déterminer l'aire qui correspond à la partie hachurée en bleu, c'est-à-dire l'aire des cheveux du logo. Voilà. Donc vous avez un petit visage, on s'intéresse à cette aire ici. Pour cela, on modélise les cheveux du logo à l'aide de deux fonctions, f et g, qui sont définies pour tout x appartenant à moins 2π de pi par ces deux expressions ici. Les courbes CF et CG représentant respectivement les fonctions f et g ont été tracées sur le graphique ci-dessous. Voilà. Donc, on lit hein, CF, celle du dessus, CG, celle du dessous. Et donc, si on hachure l'aire, ça nous donne ça. Première question, question 1a. Montrer en justifiant chaque étape du raisonnement que les fonctions f et g sont paires sur moins 2π de pi. Alors, très rapidement, comment on montre qu'une fonction est paire ou impaire? Eh bien, une fonction est paire à partir du moment où quand vous prenez un x et que vous prenez son opposé, eh bien, ces deux nombres vont avoir la même image par la fonction f. C'est-à-dire que, en gros, f de x vaut exactement la même chose que f de moins x. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, vous avez f de moins x qui vaut exactement pareil que f de x. Alors que pour une fonction impaire, lorsque vous prenez x et son opposé moins x, eh bien si x a une certaine image f de x, eh bien moins x, lui, aura l'opposé de cette image. Donc ici, vous aurez en fait que l'image de moins x, c'est l'opposé de f de x. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'en fait, sur une courbe qui représente une fonction paire, vous allez avoir une symétrie axiale d'axe, l'axe des ordonnées, puisqu'à chaque fois que vous prendrez une valeur sur l'axe des abscisses, son opposé aura exactement la même image. Alors que pour une fonction impaire, eh bien, vous allez avoir ce genre de choses, c'est-à-dire une symétrie centrale. Vous voyez ici, si je trace, hop, le segment, je vais avoir une symétrie centrale de centre, l'origine du repère. Voilà.
Donc ça, c'est quand la fonction est impaire. Symétrie centrale, quand la fonction est paire, symétrie axiale. Alors pour avoir la symétrie axiale, il y a une petite subtilité, c'est que votre repère doit être orthogonal, c'est-à-dire que vous devez avoir un angle droit entre les axes, ce qui n'est pas une condition pour les fonctions impaires. Mais de toute façon, vous aurez toujours des axes qui seront orthogonaux. Alors, la première chose à vérifier, qui est souvent oubliée, c'est pour montrer qu'une fonction est paire ou impaire, vous allez être amené à calculer f de x et f de moins x. Donc, il faut vérifier que quand x est dans l'intervalle quand x est dans l'ensemble de définition, moins x l'est aussi. Donc, on vérifie l'ensemble de définition de la fonction. On regarde s'il est bien symétrique par rapport à 0 ou centré en 0. C'est-à-dire que quand on prend un x, moins x est également dedans. Là, c'est bon. Si vous prenez un nombre entre 0 et 2π, son opposé sera entre moins 2π et 0. Donc, ça veut bien dire que cet ensemble-là est centré en 0. Donc, est centré en 0. De manière générale, si votre fonction elle est sur R, elle est définie sur R, R est bien centré en 0 également. Deuxième chose, maintenant, on va s'intéresser au calcul de l'image de moins x. Donc pour tout x appartenant à moins 2π de π. Je vais commencer par la fonction f. Je vais calculer f de moins x. F de moins x est égal à quoi? Alors je vais reprendre l'expression de la fonction f. C'était celle-là. Hein. Moins 1 sur 4π puissance 4, x puissance 4 plus 7,5. Donc ça me donne moins 1 sur 4π puissance 4. Et je remplace les x par des moins x. Donc moins x à la puissance 4 plus 7,5. Ici, il se trouve que, alors là pour justifier, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des élèves qui vont dire que la puissance sur le moins x est une puissance paire. Donc finalement, moins x puissance 4 et x puissance 4 ont la même valeur. Voilà, donc il y a un petit quelque chose à dire. Vous pouvez dire ça, plus 7,5. Et si vous voulez vraiment justifier proprement, c'est parce que la fonction puissance 4, eh bien, en fait, est une fonction elle-même qui est paire. Donc, car x associe x puissance 4 est paire. On obtient donc ici exactement la même expression que l'expression de f. Donc, on obtient f de x. Donc, on peut conclure que f est paire. Maintenant, reste à vérifier que eh bien, ça fonctionne aussi pour g, c'est-à-dire que g de moins x vaut bien g de x. Alors, g de moins x, je reprends l'expression de la fonction g. La fonction g, c'était 1 demi de x sinus x, donc ça devient 1 demi de moins x fois sinus de moins x, et ensuite on avait plus 1 demi de cosinus de 2x, donc nous ça fait plus 1 demi de cosinus de moins 2x, et ensuite il y avait plus 3. Alors ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 1 demi de x, là cette multiplication, donc le moins je peux le mettre devant, et ici je me retrouve avec sinus de moins x. Sinus de moins x, il se trouve que c'est moins sinus de x. Alors pourquoi? Parce que la fonction sinus, dans votre cours, vous avez appris qu'elle était impaire. Donc ça veut dire que l'image de moins x, c'est moins l'image de x. Donc ça, on va le préciser sur le côté. Plus 1 demi de cosinus de moins 2x, c'est pareil que le cosinus de 2x. Parce que lui, par contre, le cosinus, c'est une fonction paire. Pareil, c'est dans votre cours. Ça veut dire que l'image de moins quelque chose, c'est la même image que le quelque chose. Donc plus 3. Et on précise, car sinus est impair et cosinus est pair. Voilà. Du coup, ça nous donne ici moins par moins plus. Donc on se retrouve avec 1 demi de x fois sinus de x, plus ici 1 demi de cosinus de 2x, plus 3. Et donc là, on se retrouve avec g de x. Donc ça donne g de moins x égale
g de x. On a donc la fonction g qui est également paire. Alors, ça nous amène à la question 1b. La question 1b, c'est interpréter graphiquement la réponse de la question précédente. Alors, on va interpréter la réponse de la question précédente. C'était que les fonctions f et g étaient impaires. Donc, comment on interprète graphiquement que des fonctions sont paires? C'est la fameuse symétrie dont je vous ai parlé avant, de la courbe représentative. Donc, f et g sont paires, donc CF et CG sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, attention, l'erreur qu'on voit souvent, c'est une erreur qui montre que vous faites encore la confusion entre une fonction et sa courbe représentative. Ce serait de dire f et g sont paires, donc f et g sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Non, les fonctions ne sont pas symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Les fonctions, c'est dans le monde algébrique. Vous, ici, vous êtes sur un monde graphique, donc ce sont des courbes. Ce sont les courbes qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Question 2, on nous dit étudier la convexité de f sur 0 de pi. Alors, pour étudier la convexité d'une fonction, vous pouvez aller étudier le signe de la dérivée seconde. Donc, on va essayer de dériver la fonction f 2 fois de suite. Alors, la fonction f, attention, ici j'en ai oublié la moitié. Donc, c'est moins 1 sur 4 pi 4 x puissance 4 plus 7,5. J'ai oublié le x puissance 4. Bon, pour dériver ça, ici, on se retrouve face à une somme. Donc, je vais dériver chaque terme séparément et j'additionnerai les dérivés. Donc, f est 2 fois dérivable en tant que fonction polynomiale. C'est tout polynôme, vous pouvez le dériver 2 fois de suite, il n'y a aucun problème. Et du coup, on a que pour tout x appartenant à 0 de pi, f' de x est égal à, donc je dérive moins 1 quart pi 4 x puissance 4. Alors attention, ici, vous observez du coup l'opération, ici pour ce terme, c'est une multiplication, mais vous avez le facteur de gauche ici qui ne contient pas la variable. Donc en fait, vous allez dériver cette fonction comme une fonction qui serait égale à une constante fois la fonction. Et la dérivée de k fois u, en fait, c'est la constante fois la dérivée de u. Il n'y a pas d'histoire de u fois v ici. Alors pi, je sais que de temps en temps ça vous dérange, mais pi est un nombre comme un autre. Du coup ici, ça va me donner moins 1 sur 4 pi puissance 4, et je dérive x puissance 4, donc fois 4x au cube. Ensuite ici, j'ai plus 7,5, la dérivée, ça nous donne donc plus 0, parce que pour le coup, 7,5, c'est une constante, elle n'est pas accompagnée d'une fonction qui dépend de x. Du coup, ça nous donne, ici j'ai 4 qui va se simplifier avec le 4 du dénominateur, ça nous donne moins 1 sur pi 4 fois x au cube. Je dois dériver une deuxième fois, donc je vais mettre et, alors pas la peine que je réécrive pour tout x, donc et f seconde de x sera égal à, je dois dériver cette fonction ici, cette expression. Je me rends compte que à nouveau c'est une multiplication entre une constante et une fonction. Je conserve donc la constante, moins 1 sur pi 4, et je dérive x au cube, ce qui me donne 3x au carré, ce qui me donne moins 3 sur pi puissance 4 fois x au carré. Quand j'en suis là, il faut que j'étudie le signe de la dérivée seconde. Je m'aperçois que j'ai moins 3 sur pi 4, qui est donc un nombre négatif, une constante, et ici j'ai x au carré, qui est une fonction qui est positive, strictement positive quand on est sur 0 de pi, 0 exclu, et qui vaut 0 en 0. Donc je vais pouvoir discuter du signe de f seconde. Donc voilà, pas obligé de faire un tableau de signes, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez simplement discuter en disant moins 3 sur pi 4, c'est strictement négatif. Et pour tout x appartenant à 0,2 pi, x au carré est positif. Je n'ai pas mis de strict parce qu'il y a 0 à l'intérieur. Donc potentiellement x au carré peut être égal à 0. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Je peux donc en conclure que pour tout x appartenant à 0,2 pi, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Et donc ça signifie que f est... je commence à faire des erreurs.
est inférieur ou égal à 0, hein, puisqu'on avait x au carré qui était positif multiplié par un nombre négatif, donc est inférieur ou égal à 0, et que donc ça signifie, si la dérivée seconde est négative, que la fonction f, elle, est concave. Donc f est concave sur 0, 2π, ce qui vient conclure cette question 2. Alors au passage, c'est toujours bien de vérifier, hein, si on observe ici la courbe représentative de f, on s'aperçoit que sur 0, 2π, effectivement, elle a bien l'air d'être concave. Voilà. Bon. On passe maintenant du coup à la question 3. Donc pour la question 3, on vous demande, vérifier en détaillant les calculs que f de 2π est égal à g de 2π et en déduire une interprétation graphique de ce résultat. Alors, on commence par calculer f de 2π. Donc on reprend l'expression de la fonction f et on remplace x par 2π. L'expression de la fonction f, je vous rappelle, c'est moins 1 sur 4π4 fois x puissance 4, donc nous ça va être fois 2π à la puissance 4, plus 7,5. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne moins, alors 2π à la puissance 4, donc ça donne 2 puissance 4 fois π à la puissance 4. 2 puissance 4, ça fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc ça nous donne 16 pi 4 sur, 4 pi 4 plus 7,5. Là, il y a plein de choses qui se simplifient. Les pi 4, 16 divisé par 4, ça vaut 4, donc ça fait moins 4 plus 7,5, ce qui nous donne 3,5. Donc f de 2π, l'image de 2π par f, c'est 3,5. Ensuite, on va calculer g de 2π. Alors, c'est un peu plus complexe parce que l'expression de g est un peu plus complexe. Donc, l'expression de g, c'est 1/2 de x sinus x. Donc, nous, ça va faire 1/2 de 2π sinus de 2π. Ensuite, dans l'expression de g, c'était plus 1/2 de cosinus de 2x. Donc, nous, ça va faire plus 1/2 de cosinus. Donc, de 2x, ça fait de 2 fois 2π. Et enfin, il y avait plus 3. Voilà. Alors, maintenant, ça nécessite de connaître un petit peu sa trigo. Donc, le sinus de 2π, si on fait le cercle trigo très rapidement, 2π, c'est représenté par le point qui se trouve ici sur le cercle trigo. Donc, le sinus, l'ordonnée, vaut 0. Donc, ça vaut 0. Donc, en fait, ça fait 1/2 fois 2π fois 0. Donc, 0. Plus, ici, on se retrouve avec cosinus de 4π. Cosinus de 4π, alors 4π, c'est 2 tours complets du cercle. On se retrouve à nouveau ici. Le cosinus, vous voyez, c'est l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point, c'est 1. Donc, ça donne plus 1/2 fois 1, plus le 3 qui était derrière. Donc, finalement, on se retrouve avec 1/2 plus 3, c'est-à-dire 3,5. On peut donc en conclure que, effectivement, on a bien que g de 2π vaut f de 2π. Première chose. Donc, f de 2π est égal à g de 2π. C'est ce qu'on nous demandait de montrer dans la question. Et par contre, après, on nous disait en déduire une interprétation graphique de ce résultat. Bon, l'interprétation graphique, elle est là sur les courbes. C'est-à-dire que lorsque x vaut 2π, on a prouvé que f de 2π et g de 2π étaient égaux. Ça veut dire qu'en fait, ici, ce n'est pas une illusion de l'esprit. Les deux courbes ont un point commun à ce niveau-là. Donc, on va écrire ça proprement, mais l'idée, c'est que du coup, CF et CG sont séquentes au point d'abscisse 2π. Donc, CF et CG sont séquentes au point, alors vous connaissez l'abscisse c'est 2π, et l'ordonnée, l'ordonnée, du coup, c'est 3,5. Vous prenez l'une ou l'autre, ça donne exactement la même chose, donc 3,5. Voilà pour l'interprétation graphique. Donc, elles ont un point d'intersection qui est ce point-là. C'est peut-être pas le seul. Là, on n'a rien prouvé. On a juste prouvé que ce point-là était point d'intersection. On n'a pas prouvé que c'était le seul. Mais bon, ce n'était pas la question. Ensuite, on admet que pour tout x appartenant à moins 2π, f de x est supérieur à g de x. Alors, c'est ce qu'on observait sur le graphique, que la courbe de f était située au-dessus de la courbe de g. Bon, très bien.
Et on a grand A, l'aire du domaine situé entre les courbes CF, CG et les droites d'équation x égale moins 2pi et x égale 2pi. Donc en fait, l'aire grand A, eh bien, c'est l'aire qui est assurée en bleu. C'est bien l'aire située entre la courbe de CF, la courbe de CG et les abscisses de moins 2pi et 2pi. Voilà. Expliquer pourquoi l'aire vaut 2 fois, entre parenthèses, l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx moins l'intégrale de 0 à 2pi de g de x dx. Alors la première chose à observer, c'est que normalement l'intégrale elle est sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. Or là, ici, vous voyez dans les intégrales, les bornes c'est de 0 à 2pi. Donc les bornes de 0 à 2pi, c'est-à-dire qu'on considère que la moitié des cheveux ici du logo. Et donc visiblement, on vous dit clair, c'est 2 fois des intégrales de 0 à 2pi. Donc on se rend compte que très certainement le 2 va venir de la parité des fonctions f et g qui étaient toutes deux des fonctions paires et que du coup finalement ce qui se passe de ce côté pour le logo, ça se passe exactement de la même manière de l'autre côté. Donc si j'arrive à calculer l'aire assurée en bleu à droite de l'axe des ordonnées, j'aurai que à faire x2 pour trouver l'aire totale des cheveux du logo. Donc le x2 ici, c'est très certainement une histoire de parité. On va expliquer tout ça. Donc on peut commencer par dire que l'aire qui est compris entre CF, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale moins 2pi et 2pi, c'est représenté par l'intégrale de moins 2pi à 2pi de la fonction f. En fait, c'est le haut du logo. Le logo, il fait un truc comme ça. C'est qu'on est en train de calculer l'aire qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est l'intégrale de f de x dx sur moins 2pi de pi. À ça, on va retirer l'aire sous la courbe représentative de CG, enfin sous la courbe CG, qui fait un truc comme ça, là. Hop. Voilà, donc on va retirer l'aire qui est ici, toute l'aire qui est là, en intégrant la fonction g sur moins 2pi de pi. Et il nous restera que l'aire des cheveux du logo. Voilà, donc on écrit un petit truc comme ça. Donc l'aire assurée du domaine assuré en bleu vaut cette intégrale moins cette intégrale. Donc grand A vaut cette intégrale moins cette intégrale. Mais il se trouve que comme f était pair, en fait, vous savez qu'on avait dit l'aire, si on la calcule d'un côté de l'axe, ce sera la même aire que de l'autre côté de l'axe. Donc par parité, on peut dire qu'en fait, plutôt que d'intégrer de moins 2pi à 2pi, on peut intégrer que sur la moitié de 0 à 2pi et multiplier par 2 le résultat. Alors, ça ici, vous pourriez le rajouter ici, l'intégrale de 0, 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx, en disant car f est pair. Hop. Et ici, on aurait pu dire aussi égale 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de g de x dx, car g est pair. Voilà. En tout cas, il faut que ce soit mentionné quelque part que le 2 provient de là, de la parité. Du coup, ça nous donne 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx, moins 2 fois l'intégrale de moins 2pi à 2pi de g de x dx. Et en factorisant par 2, on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire que on obtient 2 fois l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx, moins l'intégrale, alors là, voilà, je me suis trompé, hop, moins l'intégrale de 0 à 2pi de g de x dx. Je vérifie que vous voyez bien tout, non, vous ne voyez pas tout, hop, voilà, chose faite. Donc on a bien grand A qui vaut 2 fois cette soustraction. Alors ça nous amène à la question 5. On nous demande de calculer la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Donc le petit bout qui était ici. Là. Alors pour calculer cette intégrale, on commence par remplacer f de x par l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 2pi de moins 1 sur 4 pi 4
x puissance 4 plus 7,5 et donc dx. Donc il nous faut une primitive de cette fonction. Alors la primitive, ici on a un polynôme de degré 4, donc la primitive ça va être un polynôme de degré 5. Donc pour primitiver quelque chose comme ça, on s'aperçoit qu'ici on a un produit entre une constante et une fonction qui dépend de x. Donc finalement, primitive c'est je recopie la constante et je donne une primitive de la fonction qui est à côté. Primitive de x puissance 4, vous devez connaître par cœur x5 sur 5. Effectivement, dérivant x5 sur 5, ça donne 5x4 divisé par 5, on retombe sur x4. Plus, ici vous avez une constante. Donc quand vous primitivez, elle se retrouve accompagnée d'un x. Effectivement, c'est bien 7,5x qui, quand on dérive, donne 7,5. Ensuite, on remplace par les valeurs des bornes. Donc ça donne moins 1 sur 4pi4 fois 2pi puissance 5 sur 5 plus 7,5 fois 2pi. Donc là, j'ai remplacé dans la primitive par la borne du haut. Moins, je remplace par la borne du bas. Donc ça va donner moins 1 sur 4pi4 fois 0 à la puissance 5 sur 5 plus 7,5 fois 0. Il se trouve que là, tout ça, ça va donner 0. Parce que 0 puissance 5, ça fait 0. 7,5 fois 0, ça fait 0. Finalement, il n'y a que cette partie-là, ici, qui va m'intéresser. Donc ici, je me retrouve avec moins. Là, j'ai 2pi puissance 5. Donc ça fait 2 puissance 5, c'est-à-dire 32. Pi puissance 5 sur 4 pi puissance 4 fois le 5 qui était là, plus 15 pi. Et donc tout ça, on a dit que ça donnait 0. On peut simplifier un petit peu. 32 divisé par 4, c'est égal à 8. Donc finalement, ça fait moins 8 cinquièmes. Donc ça faisait 8 divisé par 5. Et là, je me retrouve avec pi puissance 5 divisé par pi puissance 4, ce qui donne pi, plus 15 pi. Si on met tout sur 5, 15 pi, ça fait 75 pi sur 5. 75 pi sur 5 moins 8 pi sur 5. Ça donne donc 75 moins 8, ça fait 67 pi sur 5. Donc l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx, eh bien c'est égal à 67 pi sur 5. Question 6a. Donc nous allons maintenant nous intéresser au calcul de l'intégrale de 0 à 2pi de g de x dx. Le but c'est d'avoir la deuxième intégrale qu'il y avait à calculer ici. Et donc, petit a, à l'aide d'une intégration par partie, calculer la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x dx. Alors, on veut calculer cette intégrale, et on nous dit en utilisant une intégration par partie. Alors, de manière générale, quand vous observez que vous avez un polynôme accompagné d'un sinus, dans l'intégration par partie, vous savez qu'il y a un des deux facteurs qu'on va dériver, l'autre qu'on va primitiver. Celui que vous allez dériver, essayez de dériver le polynôme. Comme ça, vous savez que, eh bien, il n'apparaîtra plus dans la nouvelle intégrale quand vous faites de l'intégration par partie. En effet, l'intégration par partie, le principe, c'est que si vous voulez intégrer un produit, vous pouvez le voir comme étant un produit d'une dérivée fois une fonction. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ça donne u fois v, donc la primitive de u fois v, qui va être comprise entre des bornes, donc ici ce serait de 0 à 2pi. Et c'est remplacé après par un calcul d'intégrale, mais dans la nouvelle intégrale, ce que vous devez calculer, c'est u fois v'. Donc le but, c'est d'avoir une nouvelle intégrale ici qui soit plus simple à calculer que celle qu'on avait de base. Donc on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'ici, dans la nouvelle intégrale, la fonction que vous avez décidé de dériver, elle sera dérivée dans la nouvelle. Donc, si je m'arrange pour dire que x, c'est v, je vais me retrouver dans la nouvelle intégrale avec la dérivée de x, c'est-à-dire 1 ici. Et donc, c'est ce qui me sauvera, parce que si ça vaut 1, en gros, ça disparaît, et j'aurai juste à intégrer la dérivée du sinus. Voilà.
C'est parti. Donc, on pose pour tout x appartenant à 0 de pi. Alors, il y en a une, c'est u', celle qu'on veut intégrer. Donc, nous, ça va être sinus de x. Et l'autre, celle qu'on va vouloir dériver, donc pour nous, c'est x. Alors, vous avez quoi? Vous avez que u de x. Alors, primitive de sinus de x. Donc, pour trouver une primitive de sinus de x, petit moyen mnémotechnique. Encore une fois, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça n'a aucune valeur mathématique, c'est vraiment un moyen mnémotechnique. Alors, en tant qu'élève, vous aimez bien ici écrire cosinus de x. Et là, moins cosinus de x, puisque vous savez que les cosinus se lisent sur l'axe d'abscisse. Et vous aimez bien écrire sinus de x et moins sinus de x. En disant qu'en gros, là, c'est les sinus positifs, là, c'est les sinus négatifs, bref, voilà. Aucune valeur mathématique, mais c'est assez pratique. Lorsque vous dérivez, eh bien, le temps passe, hein, donc sens des aiguilles d'une montre. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Par contre, si vous cherchez à primitiver, vous remontez le temps, sens inverse des aiguilles d'une montre. Eh bien, une primitive de cos x, c'est sinus x. Une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Une primitive de moins cos x, c'est moins sinus x. Une primitive de moins sinus x, c'est cos x. Voilà, très pratique. Donc là, en l'occurrence, vous voulez une primitive de sinus x. On remonte le temps, hop, c'est moins cos x. Et vous avez que v' de x, dérivée de x, c'est 1. Du coup, on applique cette formule qui est ici. Donc, par intégration par partie, c'est bien de le dire, par partie, hop, eh bien, on va appliquer cette formule. Donc, on fait un peu de place. On se retrouve avec l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x dx, celle-là, donc qui vaut. Dans les crochets, je mets les deux fonctions non dérivées, donc u fois v. Donc ça va faire moins x cos x, pris entre 0 et 2pi, moins l'intégrale de 0 à 2pi de votre dernière ligne ici, donc moins cos x fois 1. Donc simplement, moins cos x. Vous voyez que la nouvelle intégrale, elle est plus simple à calculer que la première. Donc, on est sur la bonne voie. Ensuite, on remplace dans la primitive par les bornes du haut. Donc, ça fait moins 2pi cos de 2pi. Moins, on remplace avec la borne du bas. Donc, ça donne moins 0 cosinus de 0. Alors ici, deux possibilités. Soit vous dites, je vais sortir le moins de l'intégrale par linéarité. Parce que vous avez moins 1 qui est en facteur de tout. Ce qui donnera un plus devant et il n'y aura plus de moins à l'intérieur. Soit vous décidez de calculer directement une primitive de moins cos x, avec le fameux cercle que j'avais fait avant. Une primitive de moins cos x, c'est moins sinus x. Donc vous pouvez aussi le faire comme ça. Sinon, vous dites que c'est plus l'intégrale de 0 à 2pi de cos x dx. Ce qui donne du coup moins 2pi, le cosinus de 2pi, donc vous faites votre cercle trigo, 2pi il est représenté par le point qui est là, le cosinus vaut donc 1, donc moins 2pi fois 1, et ici cosinus de 0 c'est pareil, vaut 1 mais c'est fois 0, donc de toute façon ça disparaît, donc il nous reste plus que plus l'intégrale de cos x. On calcule une primitive de cos x, toujours pareil, le cercle trigo, cos x, primitive, sinus x. Donc, sinus de x pris entre 0 et 2pi. Ce qui donne moins 2pi. Et ici, on se retrouve avec sinus de 2pi moins sinus de 0. Alors, il se trouve que sinus de 2pi et sinus de 0, de toute façon, ça vaut 0. Donc finalement, ça nous donne moins 2pi. Je ne sais pas si vous voyez encore ce que j'écris. Pas tout à fait. Voilà. Donc finalement, vous avez réussi à prouver
que l'intégrale de x sinus x dx vaut bien moins 2pi. Question 6b. Maintenant, il faut calculer l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus de 2x dx. Et voilà, on nous donne la réponse, on nous dit que ça vaut 0, donc à nous de montrer que ça vaut bien 0. Alors, pour calculer cette intégrale, je vais avoir besoin d'une primitive de cosinus de 2x. Alors, quand vous avez un cosinus, ça provient certainement d'un sinus. Et quand vous voyez un u à l'intérieur, eh bien, ça provient certainement d'un sinus de ce qu'il y avait à l'intérieur, de 2x. Donc ça, c'est les petits réflexes que vous devez avoir depuis le chapitre sur le calcul des primitives. Quand vous observez un cos u, c'est que la primitive, ça provient plus ou moins d'un sinus u. Donc on va essayer, on va se demander, voilà, si ma primitive, c'était vraiment sinus de 2x, eh bien, que serait ici la fonction petit f, c'est-à-dire la dérivée. Donc, sinus de u, la dérivée, c'est un peu comme sinus de x. Sinus de x, la dérivée, c'était cosinus x. Donc, sinus de u, c'est cosinus u. Mais vous savez que quand il y a une composée, on multiplie toujours par la dérivée de la petite fonction qui était à l'intérieur. Donc, nous, ici, ça nous donnerait la dérivée de sinus de 2x, ça nous donnerait 2, c'est la dérivée de 2x, fois cosinus de 2x. Donc, si réellement notre primitive, c'était sinus de 2x, ici, on aurait dû avoir 2 cos de 2x. Or, nous, on n'a que cos de 2x. Donc, on va diviser par 2 des deux côtés. Et du coup, on obtient que cos de 2x a pour primitive sinus de 2x sur 2. Hop, sinus de 2x sur 2. Alors, éventuellement, il y a une constante en plus, mais vous savez qu'on ne les met pas quand on est sur des calculs d'intégrale. Donc finalement, ça nous donne sinus de 2x sur 2 à prendre entre 0 et 2pi. On remplace par 2pi, ça fait sinus de 2 fois 2pi sur 2, moins sinus de 2 fois 0 sur 2. Donc ça fait sinus de 4pi. Je vous rappelle, 4pi sur le cercle trigo, c'est le point qui est ici. Donc finalement, le sinus vaut 0. Donc ça fait 0 sur 2, moins sinus de 0. On est exactement au même endroit. Le sinus vaut 0. Donc 0 sur 2, ce qui donne 0. Alors faites attention, de temps en temps, vous avez l'impression que vous avez bon, juste parce que vous trouvez 0, mais vous êtes trompé sur la primitive. N'oubliez pas le diviser par 2. C'est une erreur que j'ai vue souvent sur les copies. Alors, en 6c, on nous demande d'en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à 2pi de g de x de x. Alors, effectivement, si on observe l'expression de la fonction g, vous voyez, g, c'est fabriqué à partir du x sinus x et du cos de 2x. C'est exactement ce qu'on a intégré dans les questions précédentes. Donc, finalement, on va pouvoir en déduire l'intégrale de 0 à 2pi de g de x. Donc, je commence par expliquer qu'en fait, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de... Et je réécris l'expression de g qu'on m'a donnée en début d'exercice, qui était égale à 1 demi de x sinus x plus 1 demi de cos de 2x plus 3. Et donc, par linéarité de l'intégrale, comme toutes ces petites fonctions, je peux bien calculer leur intégrale séparément, eh bien, ça me donne l'intégrale de 0 à 2pi de cette partie-là, 1 demi de x sinus x, plus l'intégrale de 0 à 2pi de cette partie-là, 1 demi de cosinus de 2x, plus, alors attention, de temps en temps, j'ai vu des copies où il manquait cette intégrale, vous mettiez juste plus 3 comme ça. Mais non, 3, il faut également l'intégrer entre 0 et 2pi. Alors, ici, par linéarité, le 1 demi, on peut le sortir puisqu'il est en facteur de tout le monde. Donc ça donne 1 demi de l'intégrale de 0 à 2pi de x sinus x dx plus... Pareil ici, 1 demi en facteur de tout le monde, on peut le sortir par linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 2pi
de cosinus de 2x. Et ici, par contre, bah, pareil, vous pourriez le sortir, mais vous pourrez directement intégrer aussi. Donc on a une primitive qui est 3x, qu'on va pouvoir prendre entre 0 et 2pi. Ici, l'intégrale de x sinus x, vous l'avez calculée dans la question 6a, me semble-t-il. Je vérifie que je ne me trompe pas de numéro. 6a, c'est bon, et vous aviez trouvé moins 2pi. Donc ça fait 1 demi fois moins 2pi, plus 1 demi, l'intégrale du cosinus de 2x dx sur 0,2pi, vous aviez trouvé 0 dans la question juste avant, donc fois 0, plus, ici on remplace par 2pi, donc 3 fois 2pi, moins 3 fois 0, ce qui donne du coup moins pi, plus 0, et ici vous avez plus 6pi, moins 0. Donc finalement, ça nous donne 5pi. Donc on a l'intégrale de 0 à 2pi de g de x dx qui vaut 5pi. Ça nous amène donc à une toute dernière question. Calculer la valeur exacte de a exprimée en unité d'air, puis une valeur approchée à 10-1 près. Alors, on rappelle que a, on avait montré que c'était égal à ça dans la question 4. Voilà. Ici, on retrouve les intégrales qu'on a calculées dans la question 5 pour celle-là et la question 6 pour celle-là. Donc, on ressort les résultats qu'on avait trouvés. Donc, ça donnait 2 fois, alors celle-là, c'était 67 pi sur 5, je vous rappelle. Et celle-là, bah, c'est celle qu'on a calculée juste avant. La valeur, c'était 5pi. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 5pi, si on le met sur 5, et ça va nous donner 25pi sur 5. Donc, on va avoir 67pi sur 5 moins 25pi sur 5. Donc, ça donne 2 fois. Donc, 67 moins 25, ça donne 42. Donc, 42pi sur 5, ce qui donne du coup 84 pi sur 5, donc en unité d'air. Hein. Hop. Et donc, si on veut une valeur approchée, on tape ça sur notre calculatrice. Et on obtient, alors si on le tape, ça fait 52,7, 7, 8, 7, 5, etc. Alors nous, on veut une valeur approchée à 10-1. Donc il y a un chiffre après la virgule. Donc c'est un 7. Mais comme c'est suivi d'un 7, eh bien on va l'arrondir à 8. Voilà, on a fini. J'espère que tout a été réussi, que vous n'avez pas eu trop de difficultés, ce qui voudrait dire que du coup, vous êtes plutôt à l'aise sur ce sujet. Il y a un autre contrôle qui a été corrigé, que vous pourrez retrouver dans les vidéos, et avec le sujet disponible sur le site internet monbacquenmaths.fr. À bientôt!